Et c'est l'heure de l'invité du grand journal. C'est au cœur du Moyen-Orient que Donald Trump a choisi d'effectuer son tout premier déplacement international depuis son retour à la Maison-Blanche. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, une tournée lourde de symboles dans une région clé pour les équilibres géopolitiques mondiaux. Alors que faut-il retenir de cette tournée diplomatique de Donald Trump? Que cherche le président américain et quelles conséquences sur la région et sur le monde? Pour en parler, nous rejoignons à Rabat Monsieur Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales à l'université Mohammed V de Rabat, spécialiste des relations internationales. Monsieur Zakaria Aboudahab, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, avec plaisir, merci. Alors, tout d'abord, pourquoi, selon vous, le choix des pays du Golfe pour le premier déplacement majeur du président américain à l'étranger depuis son retour à la Maison-Blanche? C'est conforme à l'approche de M. Donald Trump. De plus en plus d'experts aujourd'hui parlent de la diplomatie transactionnelle, c'est-à-dire essentiellement le fondement honnête le business. D'ailleurs, n'oublions pas que M. Trump, dans sa campagne électorale, avait retenu l'expression Make America Great Again, et il avait promis qu'il allait chercher davantage d'investissements, davantage de marchés, etc. Et donc, on comprend qu'il y a une logique qui est derrière cette visite. Le choix des pays n'est pas anodin. Vous savez, quand on annonce des investissements ou des achats presque de 1 000 milliards de dollars, nous y reviendrons probablement. Ce n'est pas n'importe quel pays qui pourrait apporter cette somme faramineuse, considérable, et puis rassurer la démarche de M. Trump. Je le sais, cela n'est pas venu de rien. En relations internationales, il y a le win-win, gagnant-gagnant. Évidemment, ces pays-là, du Golfe en particulier, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite d'abord, les Émirats ou le Qatar puis les Émirats, ont aussi des intérêts et des calculs géopolitiques, géoéconomiques, chacun en fonction de sa démarche. Et moi, je crois, quand on voit la délégation qui accompagne M. Donald Trump, il est vrai que si le business ou la diplomatie transactionnelle, on est le moteur essentiel et la motivation principale, il y a également la diplomatie, elle est présente, on ne peut pas l'exclure, il y a également des questions politiques, géopolitiques, la question de l'Iran, Israël, la Palestine, la Syrie, nous pouvons y revenir bien entendu. Oui, on va y revenir. Justement, vous avez parlé, Zakaria Aboudahab, de diplomatie transactionnelle. Riyad, c'était la première étape de la tournée de Donald Trump au Moyen-Orient, une tournée qui vise essentiellement des accords économiques, selon les experts. Et effectivement, le président américain a signé hier un partenariat économique stratégique et d'envergure avec Riyad, à savoir qu'on parle de 600 milliards de dollars. Mais est-ce que appréhender cette visite uniquement à travers ce prisme d'entente économique et commerciale est la bonne, selon vous? D'abord, une petite précision, effectivement, c'est 600 milliards, mais il avait dit à M. Mohammed Ben Salman, si vous pouvez encore aller remonter jusqu'à 1 000 milliards de dollars. Il y a une sorte d'affect, une amitié qui lie les deux chefs d'État. Il faut le dire, n'oublions, enfin les deux responsables, pardon, parce que M. Mohammed Ben Salman est le prince héritier, mais aussi il est ministre en sa qualité et par conséquent, il avait lui-même signé des accords. Deuxièmement, M. Mohammed Ben Salman a fait ses études aux États-Unis, donc il connaît les États-Unis, il connaît l'oncle Sam, comme on dit, la culture américaine, et puis il connaît M. Donald Trump. Ça, et d'une part. D'autre part, aujourd'hui, le choix de l'Arabie Saoudite n'est pas fortuit, c'est une puissance régionale. Elle a évidemment obtenu un siège au sein du BRICS. Et aux côtés des BRICS, vous avez la Russie, on a la Chine, l'Inde et les autres comme l'Indonésie. L'Argentine s'en est retirée, il y a l'Égypte, il y a l'Éthiopie en particulier, plus les Émirats Arabes Unis. C'est-à-dire c'est un acteur de changement, c'est aussi un pivot. Il permet de contrebalancer parfois l'influence iranienne, si ce n'est souvent, et d'ailleurs, c'était après la reprise des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran il y a presque une année, sinon plus. Tout cela pour dire que le choix n'est pas fortuit. Il y a des calculs, il y a des calculs concernant comment targeter des points sensibles ou névralgiques au sein d'une configuration d'acteurs pour permettre d'atteindre des objectifs donnés. Évidemment, vous savez, madame, il ne faut pas cacher le fait que M. Donald Trump cherche aussi à rallier l'Arabie Saoudite aux accords d'Abraham, voire même la Syrie. Tout à l'heure, on a
évidemment suivi les informations concernant l'allègement, sinon carrément la levée des sanctions contre le régime syrien, etc., etc. Donc il y a plusieurs facteurs aujourd'hui. Nous essayons un peu de voir plus clair la carte qui se redessine au niveau de ce Moyen-Orient global de façon générale. L'Arabie saoudite reste un acteur très important, que ce soit au niveau régional, subrégional, au niveau du Conseil de coopération du Golfe. Alors justement, je voudrais revenir sur cette levée des sanctions. C'était une annonce surprise de Donald Trump hier, à la veille de sa rencontre avec Ahmed Shara, qui a eu lieu aujourd'hui. On parle d'une trentaine de minutes entre les deux dirigeants. Est-ce que aujourd'hui, à votre avis, que signifie cette annonce du président américain qui était inattendue, et est-ce que c'est un geste symbolique ou vraiment un changement stratégique réel de Washington dans son positionnement? C'est un jeu d'échecs. Ça permet en même temps de casser encore le lien entre la Syrie, je dirais peut-être définitivement, et l'Iran, qui, du point de vue américain, est considéré comme une sorte d'État dangereux pour éviter d'utiliser des expressions qui ne sont pas du tout conformes à l'orthodoxie en termes de droit international. En tout cas, un régime à, non pas à abattre, mais plutôt à neutraliser, notamment compte tenu de la question du nucléaire. Et puis le démantèlement de tout ce croissant chiite, vous savez, qui s'étendait de Téhéran, passant par l'Irak, en allant vers la Syrie, puis le Liban, voire même au niveau de la Palestine, avec d'autres ramifications. Tout cela est le résultat d'un calcul. Intégrer ou réintégrer la Syrie dans la normalité. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, les sanctions depuis 1980, ce n'est pas rien. Un allègement, c'est un message qui est adressé aux Syriens, mais également aujourd'hui à cette quête de stabilisation qui est menée par M. Shara après le départ du régime de Bachar al-Assad. Mais également, ce serait potentiellement, très probablement, une invitation saoudienne qui a aidé le régime syrien de façon générale, voire même du temps de M. Bachar al-Assad, à réintégrer la Ligue arabe. C'était l'Arabie saoudite. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure qu'il y a toujours une quête d'utiliser ou de s'allier avec des acteurs régionaux qui ont des leviers de changement, de transformation et d'action pour permettre à la Syrie, même probablement, c'est d'ailleurs un souhait exprimé par M. Donald Trump aujourd'hui dans la réunion avec les pays du CCG, de rallier les accords d'Abraham. Vous voyez, donc il y a une vision qui est derrière là. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, on avait dit que cette visite n'est pas seulement motivée par des raisons strictement économiques, géoéconomiques, mais il y a aussi de la politique et de la diplomatie. Et la Syrie est un élément essentiel de la configuration. Alors justement, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, est-ce qu'on peut considérer que l'appel de Donald Trump ce matin au président syrien à normaliser la relation avec Israël, à rejoindre les accords d'Abraham et à expulser les Palestiniens du territoire syrien, est-ce que c'est une condition en quelque sorte pour que les États-Unis puissent normaliser leurs relations avec la Syrie ? Alors, il y a eu déjà, du temps de M. Barack Obama, je crois, une quête de normalisation avec le régime syrien à l'époque. Lorsque, au lendemain de l'attentat qui a tué ou éliminé l'ancien Premier ministre libanais, on s'en souvient, c'était, je pense, en 2005, Rafiq al-Hariri. Et progressivement, avec le retrait de la Syrie, du Liban, il y a eu une quête de ce genre. Mais malheureusement, après ce que nous appelions les printemps arabes, que je mets toujours entre guillemets, avait changé la donne et modifié la configuration des choses. Aujourd'hui, nous sommes dans l'après-départ donc de M. Bachar al-Assad, et aujourd'hui, encore une fois, c'est une fenêtre d'opportunité, je la considère ainsi, du point de vue états-unien, de ramener la Syrie à une sorte de normalité progressive. Ça va pas se faire du jour au lendemain, car il faut voir aussi l'appel des Israéliens concernant la protection des Druzes, parce qu'on sait très bien que la configuration ethnique au niveau de la Syrie, comme d'ailleurs le Liban, voire même confessionnelle, elle est très compliquée. Mais je crois que pour le moment, à court terme,
chasser les Palestiniens de la Syrie par M. Chara, ça ne pourrait pas se faire du moins à court terme, sinon ça va apparaître comme étant impopulaire du tout. Je pense que c'est une question qui est délicate à revoir selon des termes qu'il conviendrait de chercher ou de trouver. Ça me rappelle l'appel premier de M. Trump de chasser les Gazaouis de Gaza, et les pays arabes avaient dit non, y compris l'Arabie saoudite, y compris d'autres pays comme la Jordanie, y compris l'Égypte. Donc nous sommes aujourd'hui dans une sorte de remue-ménage, pour m'exprimer ainsi, sur le plan géopolitique. Mais le plus important, moi je crois, c'est un gain pour la Syrie. Ça fait partie de la démarche de l'actuel président et ça permet aux États-Unis de retrouver une certaine place dans un Moyen-Orient qui est très compliqué, encore une fois. Alors, M. Zakaria Bouddahab, dans ce remue-ménage, j'aimerais aborder le rôle d'un autre acteur, la Turquie. Le président turc a participé ce matin en ligne à cette rencontre à Riyad entre Donald Trump et le président syrien par intérim. Alors, une rencontre qu'Erdogan a qualifiée, a saluée, estimant qu'elle donnerait l'exemple à d'autres pays. Faut-il encore voir dans ce détail une évolution dans la politique entre Washington et Ankara? Et si oui, laquelle et pour quel impact dans la région? N'oublions pas que la Turquie fait partie de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, depuis le début des années 50. C'est un allié essentiel des États-Unis, mais c'est également la Turquie. Son avantage, c'est une sorte de puissance relationnelle. Elle joue les intermédiaires. C'est un trait d'union entre plusieurs cultures, plusieurs continents, l'Asie et l'Europe en particulier. Et elle a des liens très étroits avec le monde musulman, des relations aussi traditionnelles avec le monde arabe, etc. Et donc, la Turquie joue sur ces leviers-là, ou sur ce rôle. D'ailleurs, même, je pense, demain, il y aura une sorte de rencontre pour, on va dire, chercher des terrains d'entente entre l'Ukraine et la Russie. On va voir si M. Poutine allait carrément assister au lendemain, d'après les invitations faites par M. Lula da Silva, qui est le président du Brésil. Mais la Turquie, je pense, a aujourd'hui, du temps de M. Erdogan, encore des moyens d'influence, notamment au niveau de la Syrie. On le sait très bien parce que le régime d'Erdogan avait beaucoup aidé l'équipe de Chara pour rentrer à Damas, évidemment, et prendre le pouvoir. Je voudrais aussi dire une chose importante, c'est que l'opposition kurde armée, ce qu'on appelle les milices armées, il y a 2 jours, son opposant depuis la prison a déclaré carrément le démantèlement de l'organisation. Et je pense que cela est lié à ceci. On va voir un peu la cartographie de façon générale, mais le plus important aujourd'hui, je crois que la Turquie gagne des points sur le plan diplomatique, cherche à sécuriser ses frontières, à neutraliser à jamais la menace kurde et en même temps avoir aussi de bonnes relations avec les pays du Golfe. Cela, ça va de soi, et également avec les États-Unis. Alors, un autre sujet sur la table des discussions aujourd'hui, c'était lors du sommet entre les États-Unis et les pays du CCG. Parmi les dossiers majeurs qui ont été abordés, celui du nucléaire iranien, vous en avez parlé brièvement tout à l'heure. Trump appelle à l'application des sanctions contre Téhéran et en même temps, on dirait qu'il maintient le statu quo dans ce sujet tout en se disant prêt à trouver une solution. Pourquoi cette position selon vous ? Là, c'est une approche négociatoire. On ne peut pas tout dévoiler au début. On essaie un peu de lever la barre, mais en même temps, il avait dit, je pense, il y a 2 jours ou 3 jours, je pense hier, si l'Iran n'accepte pas le deal et cette opportunité, si il ne saisit pas cette occasion, cette opportunité, on va passer à des choses extrêmes et notamment à une pression extrême. Et actuellement, avec le président actuel de l'Iran, avec ce qui s'est passé avec Israël, etc., les échanges de tirs, les attaques de part et d'autre, et cette quête aussi de stabiliser l'Iran et de le faire rentrer dans la normalité. Ça va se faire progressivement parce que les Iraniens eux-mêmes aspirent à un avenir radieux et meilleur, parce que c'est un régime qui est sous sanction et c'est un pays qui est affaibli, etc. Et je l'ai dit tout à l'heure, normalisation des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Iran désormais fait partie du groupe du BRICS. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une proposition qui est faite. On va voir. Néanmoins, il faut dire une chose importante, c'est que l'Iran, me semble-t-il, aujourd'hui n'est plus dans une quête
de possession de l'arme nucléaire en tant que telle, mais plutôt avoir la technologie nucléaire à des fins civiles. C'est la quête aussi de l'Arabie saoudite. Vous avez parlé des autres pays du CCG, notamment le Qatar et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, quand on voit un peu les préconisations, on voit très bien qu'ils sont très intéressés par acquérir les dernières technologies en termes d'intelligence artificielle. Et on a vu M. Elon Musk parmi les présents, Zuckerberg, qui est le patron de Facebook, de Meta aujourd'hui, ainsi que d'autres portails ou plateformes. Donc, on voit très bien que des choses évoluent rapidement même aujourd'hui. Zakaria Aboudab, on a fait le tour des sujets brûlants qui étaient sur la table des discussions aujourd'hui à Riyad entre le président américain et les représentants des pays du Golfe. Zakaria Aboudab, je rappelle que vous êtes professeur en relations internationales à l'université Mohammed V de Rabat, spécialiste des relations internationales. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Avec plaisir, madame. Au revoir.